is run by a bunch of investment bankers, and Morningstar's tools can help make quick. Alors très rapidement, pour ceux qui ne savent pas, le consulting c'est quoi? On travaille, c'est un peu un rôle d'assemblage. Vous avez peut-être vu au cours de la journée déjà que Morningstar fait beaucoup de choses. Donc nous, on assemble un peu les différentes expertises de Morningstar. On travaille sur l'allocation, sur la sélection, sur la construction de portefeuille et beaucoup depuis quelques mois sur la thématique du contrôle et de la gestion du risque, qui est chère à mon cœur. Alors pourquoi on se pose cette question sur la démocratisation de la gestion alternative? Vous avez peut-être vu pour certains l'apparition d'un nouveau type de fonds qu'on a appelé pendant un certain temps les fonds UCITS, donc les nouveaux UCITS, qui n'est pas du tout une appellation officielle. Ce sont des fonds UCITS comme les autres, mais qui utilisent des techniques de gestion qui sont héritées de la gestion alternative. C'est de ça dont on va parler. Alors pour en parler, pour essayer de répondre à la question, on va faire un petit panorama de ce qu'on peut voir dans ce type de fonds. C'est une sorte de classe d'actifs qui est naissante. Je vais vous donner quelques petits points, une petite approche un peu pédagogique pour ceux qui ne connaissent pas très bien la matière, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que c'est que la gestion alternative. Et enfin, j'essaierai de répondre à la question, est-ce que c'est bien que ça se démocratise et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, première chose, il y a un gros problème avec la gestion alternative, c'est qu'on a l'habitude de considérer que c'est un ensemble cohérent et bien défini. Bon, c'est tout le contraire, c'est pas cohérent. La gestion alternative, c'est extrêmement diverse et c'est très mal défini. Il n'y a pas une définition sur la gestion alternative. Pendant longtemps, la meilleure définition, c'était les gérants qui prennent 2 et 20 de frais de gestion. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, mais c'était un peu le cas. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. Donc la définition est très compliquée. Pour autant, voilà un peu, nous, notre définition. Donc, ce sont des fonds qui ont un objectif de rendement de performance absolue ou de rendement asymétrique. Je reviendrai sur ce terme très rapidement. L'univers dans la performance absolue entre les fonds de ce qu'on appelait monétaire dynamique, trésorerie longue, c'est un peu compliqué. Ils ont tous bien évidemment un objectif de performance absolue. Il faut que l'objectif de volatilité du fonds soit suffisant pour qu'on puisse considérer que c'est vraiment la gestion alternative. Et enfin, il faut que la gestion, ce soit les techniques de gestion appliquées, soient un petit peu actives ou sophistiquées. Donc si vous achetez une obligation, vous asseyez dessus pendant 10 ans, ça ne marche pas pour être qualifié de gestion alternative. Alors c'est un univers qui grossit énormément. Aujourd'hui, il a atteint à peu près 100 milliards de dollars. Donc ça commence à être significatif. Si on s'était vu il y a 2 ans, le chiffre devait être à peu près divisé par 2 ou 3. Donc vous voyez, c'est vraiment une création très importante. Il y a à peu près la création d'entre 2 et 3 fonds par semaine. Et cette tendance est vraie depuis à peu près 1 ou 2 ans. Donc c'est un univers qui est vraiment en croissance. Et vous verrez qu'il commence à être crédible, au moins en termes de choix. Alors qui sont les gérants qui créent ce type de fonds? En fait, c'est intéressant, c'est vraiment l'illustration de la convergence entre le monde de la gestion traditionnelle. Donc là, vous allez voir des gérants, donc vous connaissez bien le nom, Sycomore, Carmignac, qu'on connaît bien pour leur gestion traditionnelle. Ils ont créé des fonds de gestion alternative. Et puis également, vous avez des noms que vous connaissez peut-être moins, je pense à Marshall Wace, Brevan Howard, qui sont typiquement des hedge funds. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils n'avaient que des véhicules offshore hedge funds. Et aujourd'hui, ils ont créé une gamme de fonds donc, sous format UCITS. Alors, vous voyez, en fait, ça reste un univers relativement jeune. La taille moyenne des fonds est un peu flatteuse, qu'elle est 220 millions de dollars. Mais en réalité, la moyenne, c'est la différence entre la moyenne et la médiane, c'est que parfois vous avez des très très gros qui tirent la moyenne, c'est le cas. Vous avez quelques très très gros fonds. La médiane est plus modeste puisqu'elle est uniquement de 60 millions de dollars. Donc c'est un univers qui est relativement jeune, qui est en croissance et qui pour certains fonds, bien sûr, est un univers qui est très récent. Alors, ce point-là est très important. Vous voyez que l'objectif de volatilité de la classe d'actifs, encore une fois, ce n'est pas une classe d'actifs, mais parfois ça m'a échappé, donc vous m'excuserez. La volatilité médiane, cette fois-ci, c'est assez proche de la moyenne, est autour de 5%. Donc clairement, c'est un univers qui est très différent de celui des actions. La volatilité n'a rien à voir. En termes de risque, c'est plutôt un univers qui a un risque qui est comparable à un univers plutôt obligataire. Je fais une toute petite précision. Et malheureusement, je vous expliquerai sans doute pas pourquoi, la volatilité n'est pas toujours le meilleur indicateur de risque pour la gestion alternative. C'est un point qui est important. Il faut sans doute regarder d'autres indicateurs. Certains ont peut-être entendu parler de choses comme le kurtosis, le Stuness, etc., qui vous donneront une meilleure appréciation de est-ce que la volatilité est un bon indicateur.
Nonobstant, c'est un univers relatif, qui a un objectif de performance de fait qui est relativement limité. Je pense que si, sur le moyen long terme, on attend de cet univers à aujourd'hui de l'ordre de 5-6% de rendement par an, je pense que c'est à peu près c'est raisonnable en termes d'objectifs. Il y a une disparité qui est réelle, mais globalement, c'est un peu l'objectif de performance moyenne de l'ensemble. Alors, en termes de répartition, certains de ces termes ne vous diront pas grand-chose, je vais en expliciter certains après. Vous voyez que la répartition par stratégie aujourd'hui commence à être assez riche. Alors, il y a des grandes catégories de stratégies dans la gestion alternative. La première, et la plus simple, c'est ce qui est appelé ici equity hedge, c'est ce qu'on appelle aussi le long short action. C'est quoi? C'est un gérant qui prend des positions à l'achat, donc qui parie sur la hausse d'un titre, et dans le même temps, qui va prendre des positions à la vente, donc qui va parier sur la baisse d'un titre. Et je vous expliquerai pourquoi c'est très différent, ça peut donner des profils de rendement qui sont très différents d'un gérant action traditionnel. Vous avez la partie en bas à gauche qu'on appelle le global macro. C'est un terme un peu générique qui regroupe l'ensemble des stratégies qui ont vraiment une vision top-down. Donc qui ne regardent pas du tout l'intérêt d'un titre, mais qui regardent les classes d'actifs dans leur ensemble. Et là, pareil, ils vont prendre des positions à l'achat ou à la baisse, et là encore générer des profils de rendement qui sont assez différents de ce qu'on peut avoir. D'ailleurs, on n'a pas mis les fonds de Carmignac Patrimoine dans cette classification. On considère que ça ne va pas suffisamment loin pour que vraiment on puisse le qualifier de gestion alternative, mais la frontière est très très ténue. Son objectif est clairement un objectif de performance absolue. Il va prendre des positions à l'achat au moins et marginalement à la vente sur certaines classes d'actifs. On est assez proche de la frontière entre la gestion alternative et la gestion traditionnelle. Et puis vous avez d'autres classes d'actifs. La partie relative value, c'est dans l'idée, ce sont des techniques de gestion qui, en principe, éliminent tout biais directionnel de marché. Donc vous prenez des paris dont le sort ne dépendra pas de la direction globale des marchés. Donc c'est pour ça qu'on appelle c'est une valeur relative. Donc on prend des paris sur la valeur relative de deux actifs entre eux, et en principe on se moque de savoir si les deux vont monter ou les deux vont baisser. Ce qui nous intéresse, c'est la relation de l'un par rapport à l'autre. Et c'est une classe d'actifs qui, en règle générale, utilise plutôt des instruments obligataires, et c'est globalement, si vous regardez sur la gauche, c'est une classe d'actifs qui est un peu sous-représentée par rapport à l'univers alternatif global. Donc, en résumé, les deux grandes classes d'actifs dans l'univers alternatif UCITS sont le long short action et la partie global macro. Alors, une petite approche pédagogique. Vous m'excuserez, tous ceux qui connaissent bien m'en excuseront. Le long short action. Pourquoi est-ce que c'est assez particulier? Je vous représente ici l'évolution. Vous avez la courbe noire, qui est l'évolution du stock 50 sur une partie de l'année 2010. Globalement, c'était une phase baissière. Vous avez l'évolution du titre BNP Paribas Natixis. Les deux ont une évolution qui, visuellement, est assez proche de celle de l'Eurostock 50. Donc, globalement, d'ailleurs, vous voyez en bas, en termes de corrélation, ils sont tous les deux très corrélés avec leur indice. La partie bleue représente la différence de performance, l'évolution entre le titre BNP et le titre de Natixis. La voyez en revanche, ce qu'on appelle le spread, donc la différence entre les deux titres, elle évolue de manière qui n'a absolument rien à voir avec celle de la direction générale de l'indice. En termes de corrélation, vous voyez que c'est même une corrélation négative. En fait, la possibilité de pouvoir parier sur la hausse d'un titre et sur la baisse d'un titre vous permet en réalité d'essayer de capter, de travailler uniquement sur ce spread entre les deux valeurs, ce que j'appelais la valeur relative. Donc, parce que vous pouvez encore une fois parier sur la baisse d'un titre, vous pouvez essayer de gagner de l'argent juste sur l'écart entre BNP Paribas et Natixis. Et vous voyez, si vous avez raison, vous aurez une performance qui n'aura rien à voir avec la direction des marchés. Et cet écart, il pourrait très bien se passer de la même manière que les deux courbes montent, que les deux courbes baissent, etc. En réalité, ce n'est pas dépendant de la direction des marchés. C'est le gros intérêt de la gestion alternative, et notamment de la gestion action, qui est que pour une partie de sa performance, elle est en principe décorrélée, déconnectée de la direction générale des marchés. Alors en fait, ce n'est pas parfait. La plupart des gérants long-short action conservent un biais directionnel. Donc en règle générale, ils ont une poche acheteuse qui est plus importante que leur poche vendeuse. Donc il y a un biais, ce qu'on appelle l'exposition nette, qui est la position nette entre la position acheteuse et la position vendeuse, et ça donne cette biais, le risque résiduel de variation en fonction de la direction générale des marchés. C'est important à noter. Un autre type de stratégie, excusez-moi, un point très important, je vous dis tout à l'heure, on parle de gestion parfois asymétrique. Un objectif de gestion asymétrique, c'est quoi? C'est l'asymétrie, c'est un comportement à la hausse des marchés qui est différent du comportement dans la baisse des marchés. En théorie, un gérant qui a un objectif de performance asymétrique, il va essayer d'avoir une capture de la hausse des marchés qui sera supérieure de la capture de la baisse des marchés. Et en l'occurrence, quand on prend un indice, alors pour le coup hedge fund, donc pas dans l'univers UCITS, mais en principe c'est comparable,
Vous voyez, depuis relativement longue période,